Paris change, mais rien de ma mélancolie n'a bougé. Tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre, une image m'opprime, comme des exilés ridicules et sublimes et rongés d'un désir sans trêve. Il est vrai qu'on peut vivre à Paris, comme disait Henri Miller, uniquement de douleur et de souffrance, ce Paris qui t'attrape comme une pute en chaleur, qui préférait mourir plutôt que de te lâcher. Je n'en étais pas là dans ce nombril du monde vers lequel tel aveugle ou un idiot qui titube, nous revenons toujours en rampant. Car à Paris, c'est le monde entier qui s'est donné rendez-vous il y a longtemps sur les quais de la Seine, et nous marchons submergés d'émotions sur les vestiges de cette grande civilisation. Il y a plus de 30 ans, j'étais boursière pour ma thèse d'État sur le sophisme. C'était l'automne. La rouille envahissait le feuillage des arbres, tapissant lentement les parcs et les trottoirs. C'était l'inauguration d'une agence de théâtre, un frivole tourbillon de visages et de corps. Du froufroutement des tenues s'exhalait une odeur d'alcool mêlée au parfum de marque. Regards embués, un couple se mirait l'un dans l'autre. Elle était allongée, il était sur elle, pendant que, impassible, l'audience trinquait. Une vraie scène félinine. Un homme éméché, avec une crinière épaisse, cachant presque son visage aux traits réguliers, aux lèvres hardies et sensuelles, et des yeux mi-clos transformés en deux fils, s'approcha de moi pour me saluer à sa façon piquante, presque insolente, je veux dire drôle. C'était toi, Bernard. Claude s'excusa, moi je ris, et nous sommes devenus amis, une de tes familles parisiennes. Mais dans mon Paris, ville étrangère et celle de souvenirs d'enfance, il y a aussi Claude. Il y a Rouben et sa poésie, et Ella et ses sculptures, et Nathalie. Depuis longtemps, j'avais envie de filmer mes amitiés parisiennes de longue date. Mais Claude n'aime pas les traces. Parce que j'ai toujours tenu à pas d'image, pas de traces. Pour moi, c'est très important. Pas d'image, pas de traces, pas de discours, rien. Enfin, la maladie et la mort ont décidé autrement. Et les morts ont un privilège pour ceux qui restent de ce côté alors qu'ils sont de l'autre. C'est injuste envers les vivants, je le sais. Bernard, tu es maintenant un souvenir. Nous en comptons d'autres que j'aimerais évoquer. Quitte à ce que tu me balances de ta nouvelle demeure, c'est nul, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Nous t'accompagnions dans ton petit Saint-Germain, avec ton petit Mâcon. Nous écoutions tes musiciens, Bach et Beethoven. Ton sosie, disais-tu de ce dernier. Et tu nous rendais visite dans nos quartiers parisiens, nos horribles banlieues. Et oui, tu étais si occupé, disais-tu, que tu n'avais le temps que pour boire un coup, toi qui ne buvais jamais et qui boiras même après ta mort. Ce sont avant tout les fêtes qui nous réunissaient.
Nous pourrions tous écrire un livre d'aphorismes à partir de tes petites phrases plus acerbes que les épices du souk de Sarajevo. À l'instar d'Oscar Wilde, le seul péché pour toi était la stupidité, tout crime étant vulgaire, de même que toute vulgarité était criminelle. Et l'ambition n'était-elle pas, selon toi, le dernier refuge du raté ? En 1979, tu es venu à Sarajevo au festival de théâtre. Nous t'avons fait visiter la ville, Claude et moi. Nous avons fêté mon anniversaire. Nous t'avons accompagné à Mostar, puis tu es parti ailleurs, vivre des choses extravagantes. Le séisme à Dubrovnik, le crash à Zagreb. Vous ne craignez rien, vous êtes avec Lambert, as-tu dit aux passagers, et l'avion s'est posé sur le ventre. J'avais déjà traduit une de tes nouvelles. Depuis, je n'avais plus de nom. Ma traductrice, disais-tu en me présentant. Nous savions que derrière ta feinte prétention, ta fausse insolence, il y avait tendresse et générosité, un jeu que certains préféraient nommer snobisme. Non, c'est du Lambert, corrigeais-tu. Et quand je m'exclamais « Combien de gens ne t'ont jamais vraiment vu ?» tu coupais. Il n'y a que des gens bien qui m'aiment. T'aimer signifiait aussi apprécier ton intelligence, ton courage, ta beauté et ta droiture. Nous avons tous eu notre Bernard, toujours là quand il fallait, à nous dire un mot vrai. Ta culture, ton jugement sur les livres, que tu as tous lus, comme dit Nathalie, ta lucidité nous manque déjà. Tu ne parlais presque pas de ta jeunesse, de tes amours et de tes études, pas plus que de ta littérature. Et pourtant, amoureux de la parole, tu as publié des livres et étais peut-être plus qu'un écrivain. Puis-je dire littérature même ? L'idée m'est venue de la façon suivante, c'est que je voulais raconter parallèlement une mort réelle par cancer d'une jeune femme qui est l'amie d'enfance du narrateur, une mort donc réelle et atroce par cancer, et en même temps une mort symbolique qui est la mort d'un amour de 10 ans qui a été exemplaire et heureux. Or, à ma connaissance, le seul lieu où le problème de l'amour et de la mort soient entièrement liés, c'est la passion du Christ. Alors, pourquoi ? Parce que mon héros est très précisément désespéré. Désespéré puisqu'il vient de perdre son ami par une mort atroce, la mort du cancer du sein, et il s'aperçoit qu'il n'aime plus la femme avec qui il vit. Voire d'ailleurs, si ce n'est pas une imposture. Alors, qu'est-ce que c'est que le Vendredi Saint, justement, puisque je crois que c'est une réflexion là-dessus. C'est précisément pour moi, autant que je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien, mais c'est le lieu exactement de la désespérance, d'où le titre d'ailleurs Coucher de soleil. La désespérance, pourquoi ? Parce que personne ne peut savoir au pied de la croix quand Christ meurt que le dimanche, il va ressusciter. Alors, personne ne peut le savoir, sauf la promesse annoncée dans la Bible. Or, cette promesse annoncée, pour moi, c'est très précisément dans la vie la fonction de la mémoire. Or, c'est pour ça que ça n'a pas l'air rigolo ce que je raconte, enfin d'ailleurs ça ne l'est pas, c'est un livre grave. Ah oui, non, mais en même temps, ce n'est pas un livre triste. Ce n'est pas un livre triste, ça veut dire que le fait même de mémoriser toute l'agonie de cet ami qui dure 1 an et demi, le fait même de mémoriser 10 ans d'amour qui étaient heureux, ce fait même-là tient debout et vivant dans le sujet, dans le héros, ces 2 morts. Et je crois que c'est ça le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est atroce, enfin c'est ponctué, ça finit par une mort. Pour ma part, je dis que la mémoire, c'est d'une certaine manière la résurrection anticipée. Vous êtes un amoureux des adverbes. Je suis un amoureux plutôt des mots, n'est-ce pas ? C'est pas tout à fait pareil, l'adverbe n'est qu'un cas de figure. Tout ça vous racontez et sans arrêt il écoute une chanson
La chanson des enfants morts. La chanson des enfants morts de Mahler, oui, Oui. chantée par Clatine Ferrier, qui est le plus grand contralto qu'on ait eu en tout cas depuis 50 ans. La chanson des enfants morts, pour moi, C'est une bonne musique d'accompagnement mais en fait, c'est la voix qui masque. C'est-à-dire que le chant des enfants morts, pour moi, c'est d'une part cette musique qui est à la fois une des plus tristes qui existent au monde, enfin à ma connaissance, et une des plus merveilleuses à cause de la musique et à cause de la voix. J'espère avoir traduit par la beauté d'un style, comme ça, la qualité musicale de Mahler. Oui. C'est ça aussi l'œuvre d'art. Ici, on parle toujours des sujets, c'est-à-dire elle meurt d'un cancer, etc. La littérature, c'est pas un sujet, c'est une manière de le traiter. Alors de même, le chant des enfants morts, comme son titre l'indique, c'est un sujet triste, mais dès qu'il y a une voix sublime et une musique sublime, brusquement, c'est plus du tout la tristesse, c'est en effet la survie de cette musique, puisque Mahler est mort et Clatine Ferrier elle-même est morte d'un cancer à la gorge. Tu as aussi fait des films et écrit des ouvrages sur la résistance française, toi qui aimais par-dessus tout Visconti. Nous savions tout cela. Tu l'as évoqué dans mon film sur mai 68, mais l'important était de s'amuser. La guerre éclata dans les Balkans. Sarajevo bombardé, nos rencontres se faisaient plus rares. Nous avons participé aux manifestations contre le crime, Claude et moi, mais toi, tu voyais les choses autrement. Alors, c'est la place des intellectuels qui n'étaient pas de France, enfin les Français qui étaient... Bon, alors là, on peut dire qu'il y a une tradition des intellectuels depuis grosso modo un siècle, qui est de descendre dans la rue, dire ça suffit, etc., puis rentrer chez eux et rien ne se passe. Alors là, il s'est un peu passé ça aussi en Bosnie, par exemple. Alors en effet, qu'il y a eu ces massacres, ces choses qu'on a tous suivies très attentivement, c'est pas. Mais je ne voyais pas pour ma part, plutôt, je ne voyais pas pour ma part ce que je pouvais faire d'efficace pour que ça cesse, à part de prendre des armes et d'aller refaire une guerre en Espagne. C'est un déplacement vers l'est de la Méditerranée, mais c'est pas... Les manifestations en 68 avaient un caractère d'exemplarité dans la mesure où c'était la France entière qui manifestait, c'est-à-dire c'était toutes les échelles de la société. C'était extraordinaire, ça. Et qu'en même temps, c'était avec des grèves qui ont été les plus longues d'après-guerre, il n'y a aucun doute. Et donc il y avait une espèce d'efficacité due beaucoup à la nouveauté des manifestants, due aussi à l'universalité du mouvement, la généralité plutôt du mouvement, plutôt que l'universalité. C'est pas là. Et donc il y a eu un impact, et d'ailleurs l'Élysée, tous les ministères avaient peur. Le soir des manifestations, je me souviens quand on arrive, c'était le 13 mai, je crois, on arrive à Denfert-Rochereau, on se réunit quelques-uns, puis on dit allons prendre l'Élysée. Alors tout le monde, ça fait rigoler tout le monde, puis alors il y a et à ce moment-là, il y a naturellement des flics en civil, des espions, etc. Et au ministère de l'Intérieur, on a su, ils commençaient à brûler des papiers. C'est ahurissant, on est en 68, là, c'est pas la... C'est-à-dire qu'ils avaient les jetons, c'est pas la... Maintenant, les manifestations, c'est totalement autre chose.
c'est un mouvement d'opinion et plus du tout d'action. C'est une tradition, mais qui dans le fond, les manifestations ne servent qu'à préparer une négociation. Et les grèves? Ben, les grèves sont toujours, il n'y a pas de... Ben, les manifestations efficaces, c'est quand c'est au moment de grève, comme actuellement, là, comme récemment en France. Donc ça, c'est en effet efficace, et il faut négocier, puisque les transports ne marchent plus rien ne marche. Donc c'est pas... Mais alors, pour ce qui est d'une affirmation morale, des valeurs, etc., ça fait toujours plaisir à ceux qui manifestent, mais je crois que ça sert à rien. Enfin, j'en ai fait quelques-unes et j'en fais encore quelques-unes, mais c'est plutôt pour voir dans les vieux copains qui reste, d'une part, et puis voir comment la jeunesse réagit. Tes parents ne t'ont pas déshérités à cause des manifestations, parce qu'il y a eu des cas semblables? Non, pour une raison simple, mon père m'a remercié de ce que j'avais fait en 68, puisque aux accords de Grenelle, tous les salariés ont été augmentés d'une manière univoque de 10%. Et que donc il avait déjà un des plus gros salaires de France, et 10%, c'était inespéré. Et donc bon, ça c'était aussi son côté humoristique. Tu disais parfois que ton Narcisse était un bon roman. Et encore, tous les Narcisses sont ridicules, sauf Lambert. J'écris Narcisse, intitulé précisément Écho et Narcisse, et pour les érudits et les lecteurs de guides fortement influencés par le Titien. Il est des hasards, ce peut être un tableau comme ici, ou un quelconque fait divers, ou encore un récit, devant quoi ponctuellement on peut dire « c'est l'histoire de ma vie ». C'était un bonheur absolu, un temps sans temps, où les planètes affectueuses tournaient autour de ce soleil maigre et couché et lumineux qui semblait ordonner la famille depuis son palais bâti de 2 draps. On reformait poche, et le lit de qui je me défie permettait, le noir fait, l'inimaginable retour en arrière, la rentrée au ventre dans la chaleur maternelle, au milieu de l'eau, 37 degrés. Tel un qui n'a pas mordu au fruit de la connaissance, temps et espace abolis, j'étais immortel. Oui, pour toi, l'important était qu'on s'amuse. Toujours ouvert et secret, tu ne cesses de nous surprendre, même d'outre-tombe. J'avais l'idée de faire un film avec toi dès que j'ai appris que ton père t'a offert une tombe à Montparnasse. Tu t'y rendais tous les 1er novembre pour y déposer des fleurs, et cela jusqu'à ce que tu tombes malade. Évidemment, faire ce roman Lambert avec toi souffrant aurait été un affront. Mais faire un film avec toi était devenu le seul moyen de te prolonger la vie, à toi l'immortel. L'au-delà était plus rapide. Il ne me resta alors que de peindre mon souvenir de toi, sachant déjà que je te trahis en brossant une image estropiée avec le peu de mots qu'il me reste de toi. Te parler par l'image est mon unique revanche contre cet impitoyable miroir mort. La maladie n'allait pas avec toi, la mort encore moins. Évidemment, tu te moquais de tout, y compris de cela. Je vais mal, ce sera pire, mais je m'en fous. Mais pas nous, disais-je, et une lueur apparaissait dans tes yeux. Tu étais quand même content de nous voir inquiets pour toi.
Ton dernier samedi réuni chez moi, tu n'allais pas bien, mais restais toi-même, narguant la maladie avec naturel et élégance. Pas une plainte. Tu participais, t'intéressais à nous, et après plusieurs verres de vin, enfin un vrai maco, mais pas tes boulettes, elles sont nulles cette fois-ci. Tu étais bavard, presque comme avant, piquant, c'est-à-dire drôle, et nous avons ri. Triste rire, car tu fondais devant nos yeux à la vitesse de la neige sous le soleil. Ton assiette est restée pleine de mes fausses boulettes, mes Saint-Macon de Saint-Lambert, bu jusqu'au bout. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, dit le poète que tu aimais, humant à longs traits le vin du souvenir. Le 2 novembre, je t'ai proposé des tisanes, chose que tu détestais le plus avec les vitamines et la bêtise. Le 3 novembre, nous avons tous appelé le divin Lambert et nous avons même pu laisser un message. Ici, il y a ses propres livres. Voilà, c'était d'abord Bernard, pour moi, c'était d'abord un très grand lecteur. C'est quelqu'un qui faisait relire à peu près tout ce que j'écrivais. Il avait, sur quoi que ce soit, et il avait toujours un œil extraordinaire. Il aurait fait un formidable éditeur s'il avait eu envie de s'inscrire dans une position quelconque, mais il était totalement rétif à cette idée. Mais c'était certainement le métier qu'il aurait fait le plus facilement parce qu'il était extraordinairement doué pour repérer dans un manuscrit ce qui pouvait l'améliorer, il suffisait de déplacer un paragraphe, il voyait ça tout de suite. Et de ce point de vue, il était étonnant, puis il avait une très très grande culture littéraire, il avait énormément lu et surtout énormément retenu. Ce qui me manquera le plus, parce que je pense qu'il y a de moins en moins de gens vivants qui ont le genre de culture que Bernard avait. S'agissant des livres, s'agissant de la musique, s'agissant du théâtre. Il avait vu un nombre incroyable de pièces, entendu de concerts, musique, théâtre, littérature. Il n'a peu d'équivalent à ma connaissance. Et donc on pouvait parler avec lui comme avec personne. C'est un interlocuteur unique, incomparable. Un lecteur comme il y avait très très peu. Bon, ça c'est un point, évidemment il y a d'autres choses dans Bernard. Mais puisqu'on est parmi ses livres, c'était certainement cet aspect moi qui me frappait le plus. Oui, Jean-Paul Sartre. Que la lanterne, oui. Tu as retrouvé le mot de Sartre? Je sais, on avait rencontré Sartre, nous, au Balzac. Non, je sais pas. Il doit être quelque part. Il m'a demandé un enfant. Il me manque beaucoup.
Et avant de nous quitter, tu avais déjà quitté tant de choses que tu as aimées, y compris l'écriture. Néanmoins, si les dernières années de ta vie, tu cessais d'être écrivain, mort, tu le redeviens. Ton coucher de soleil pourrait-il être pris à présent comme ton testament ? C'est beaucoup plus tard, depuis son lit dans le noir et elle endormie à son côté, qu'il assimila, dans le noir je l'ai dit, ce 9 novembre à une vision de falaise rongée et à une voix de contralto, rongée elle aussi, chantant les Kinder Totenlieder de malheur. C'était plein midi ce jour-là, l'ordinaire grand soleil de leur amour. Il les voyait, elle et lui, dans ce restaurant, trinquer des verres d'abord, puis, avant voir, des lèvres en baiser avec cet air de bonheur qui tient tout en respect, cet éclat d'amour qui est immédiatement sacré. Il les entendait, leurs voix mêlées dire « Aujourd'hui hier, on s'épouse, et c'est encore aujourd'hui ». Par la baie vitrée entrait la mer à cette heure descendante, des immergeants rochers et algues et les falaises de craie blanche avec leurs minces couronnes d'argile et d'herbe, que flots venaient battre en attaques successives et mesurées par la marée. Kathleen Ferrier chantait le chant des enfants morts. Il entendait comme s'il eût mis le disque cette voix sublime et bientôt rongée par le cancer. La voix de Kathleen Ferrier ne désarmait pas, et il ne comprenait pas qu'il la tenait et la soutenait à la manière d'un chef d'orchestre, qu'il interprétait, travaillait cette musique et ce chant, se trompait de programme. Dans le lit d'insomnie aux aguets dans le noir, il mesurait de ses grands yeux crevés et ouverts les forces en présence, ou plutôt tentait de les deviner, cherchait à la fois souffle et qui ou quoi combattre. L'air de la chambre obscure était maintenant un trou ou un cylindre infini qui l'engouffrait. Mais comme toute mort lente est un chemin de croix, il engrenait les 14 stations, les comptait comme un avare, avec une obsession crispée qu'il croyait suffisante à conjurer l'angoisse, qui lui laissait un temps et un répit nécessaires à sa propre sauvegarde, nécessaires à l'effacement de cette voix d'enfant entendue tout à l'heure et partant à son oubli au bout de la nuit. Rouvrant machinalement sa Bible restée sur le lit qu'il n'avait pas défait, ce n'était plus Job, mais lui, Bruno, qui hurlait, suppliant. « C'est le séjour des morts que j'entends pour demeure. Je crie à la fosse, tu es mon père et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, qui peut la voir ? Il faisait décidément très nuit dans la chambre malgré toutes les lampes.
J'ai besoin d'être seul. Mais cette solitude l'opprimait. Il voulait écrire, mais il n'arrivait à rien. Aucun livre n'était secours et la moindre musique l'impatientait. Et à côté de cette vie déserte, il lui semblait que le cancer était une sorte de plénitude, une vie abondante, comme la figure même de la fécondité. L'abondance est comme une figure de luxe, la luxuriance biologique. Elle lui souriait pour toute réplique avec un peu de condescendance, regardait son verre objecter cet alcool qu'il ingurgitait, comme si cela devait nettoyer ses intérieurs, conjurer de la tumeur, rendre abstrait son corps. « Tu te détruis, disait-elle. Tu l'aimes toujours, dit-elle très doucement. Il se tournait vers elle, surpris. Il redécouvrait qu'elle était là. Il lui souriait. J'aime toujours ce que j'ai aimé. À Montparnasse, commanda-t-il au chauffeur, et à l'oreille d'Emma, allons boire, j'ai besoin. Elle respirait, son ventre, souvent visité, gonflé, vivait comme un fleuve avec ses crues, avec ses décrues. Je comprenais qu'il y avait en moi de la mort, de l'enfance et de l'écriture. J'apprenais l'essentielle solitude, celle qui nous porte toujours, ce sont les autres avec nos lambeaux de phrases et tous nos verrous. Je ne serai plus jamais où je suis, mais dans le perpétuel ailleurs, dans l'économie du miroir, eau froide, dans son cadre gelé, où à tout le moins si une chose m'annule, rien ne m'est soustrait. Kathleen Ferrier chantait à lui éclater la tête, mais il tenait au chant, assuré que la mort mise en musique permet non tant de la supporter que de vivre avec. Il buvait, trouvait une phrase. L'homme est un être pour la mort et la femme pour la vie. Il tenait à la voix de contralto ample et terriblement douce dans sa force même, cette voix de Kathleen Ferrier qui est comme celle d'une mère, une voix qui vous tient dans ses bras. Comment peindre une absence? Tu es devenu le miroir du ciel, ton visage absent reflet de l'éternelle beauté. Dans tes yeux dérobés, je vois mon image tremblante d'obscurité, le noir menant vers l'impérissable secret. Adieu, c'est ce que tu me disais aussi en nous quittant, puis tu as ajouté « à tout de suite ». Quoi qu'il en soit. Chez le divin Lambert et vous pouvez même laisser un message.